Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis à la fois heureuse et impressionnée d'être là ce matin. Je vais me présenter, vous allez comprendre pourquoi je suis impressionnée devant vous aujourd'hui. Si on devait résumer mon parcours professionnel en 4 images, ce serait ça. Donc j'ai passé 15 ans, alors pas sur la terre battue de Roland-Garros, mais autour, où j'étais responsable retail, donc j'étais en charge des boutiques de la marque Roland-Garros. Pendant que j'étais à Roland-Garros, j'ai fait un pas de côté. Je ne sais pas si vous reconnaissez le bâtiment. J'ai fait un MBA à l'Institut français de la mode, donc qui était le Global Fashion Management MBA, donc qui était en partenariat avec le FIT à New York et Polytechnic University à Hong Kong. J'y ai passé environ 2 ans. Et de l'IFM, en fait, ça m'a conduit chez Hermès, et plus précisément chez Hermès Maison, où là, c'était une première bifurcation dans ma carrière, parce qu'en fait, je suis arrivée à Roland-Garros par le sport, parce que je suis une ancienne gymnaste. De Roland-Garros, les boutiques m'ont conduite à l'IFM, et l'IFM m'a conduit chez Hermès, où j'ai occupé le poste de responsable de formation produit pendant 1 an et demi. Donc sur le mobilier, le papier peint, les luminaires, etc. Et donc ma mission, c'était de concevoir des outils et des programmes de formation pour les vendeurs Hermès dans le monde entier sur les produits de la maison. Et puis, 3e bifurcation, là c'est une photo qui a été prise à l'Opéra de Paris l'année dernière, autour de la fresque du textile. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé à un atelier fresque, genre fresque du climat. Ouais. Qui ne connaît pas du tout le concept des fresques. Donc en gros, le premier atelier de ce type, c'est la fresque du climat qui a été créée en 2018 pour sensibiliser en fait aux liens de cause à effet des activités humaines sur le climat. Donc c'est un atelier low-tech qui se joue avec un jeu de cartes, il y a un animateur et les participants sont autour d'une table et c'est eux qui vont pendant 3 heures recomposer en fait assembler les cartes les unes par rapport aux autres pour reconstituer ces liens de cause à effet et comprendre par eux-mêmes les causes et les conséquences de nos activités sur le changement climatique. Ça a eu un énorme succès. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de personnes dans le monde qui ont joué à ce jeu fresque du climat. Et du coup, ça a inspiré pas mal d'autres ateliers sur ce modèle pédagogique d'ateliers ludiques et participatifs. Et donc moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Green Donut, qui a créé 2 outils sur le modèle fresque du climat, la fresque des déchets en 2019 et la fresque du textile en 2021. Et donc je suis co-créatrice de cet atelier fresque du textile. Alors, les fibres textiles. Est-ce que vous connaissez les différentes familles de fibres textiles? Alors, il y a végétale, synthétique, animale, il m'en manque une. Alors, c'est d'une origine naturelle, mais qui a subi une transformation. Ça vient du bois. Mais essayer de faire une fibre textile à partir d'un arbre, tel quel, c'est un peu compliqué. Donc il va falloir lui faire subir à la cellulose du bois un certain nombre de transformations chimiques qui vont changer sa structure pour pouvoir en faire une fibre textile. Donc voilà, les 4 familles, donc on va dire que les 2 premières, elles font partie de la même famille, c'est les fibres naturelles, d'origine végétale ou d'origine animale. Ensuite, vous avez les matières artificielles, qu'en anglais on appelle man-made fibers. Et après, vous avez les matières synthétiques qui sont issues du pétrole. Est-ce que vous avez une idée du poids de chacune de ces familles de fibres dans la production mondiale de fibres textiles aujourd'hui? Alors, c'est beaucoup, effectivement, synthétique, mais c'est pas encore 80, mais on est sur la pente pour y arriver. On est un peu moins. Donc, sur le végétal, vous diriez combien? Plus. Ah oui, il y a le coton. Oui, il y a le coton. Ouais, on est un peu plus que 20. L'animal, vous diriez combien? Alors, c'est moins que 15, c'est moins que 5. Et effectivement, ça diminue. En gros, aujourd'hui, 25 pour le végétal, 1% pour l'animal, 6% pour les matières artificielles comme la viscose ou le lyocell, tencel. Alors la viscose, ça vient du bois, c'est transformé chimiquement avec des produits chimiques bien toxiques et très néfastes pour l'environnement. Donc dans le meilleur des cas, il y a des stations d'épuration dans l'usine qui retraitent les eaux très polluées avant de les rejeter dans les cours d'eau. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a une nouvelle version de viscose qui a été créée qui s'appelle le lyocell. Donc, peut-être que vous avez déjà vu lyocell,
Et vous avez peut-être vu la matière Tencel. En fait, Tencel, c'est la marque commerciale de la matière lyocell. C'est la même chose que nylon ou polyamide. Nylon, c'est la marque commerciale de la matière polyamide. Et donc, le lyocell, la différence avec la viscose, c'est que le bois, il est issu de forêts certifiées, FSC ou PEFC. Donc, c'est des forêts qui sont gérées durablement. Donc, on n'abat plus des arbres dans des forêts primaires. Et la deuxième différence avec la viscose, c'est que les solvants qui sont utilisés pour la transformation chimique sont des solvants non toxiques et qui sont systématiquement réutilisés en boucle fermée. Donc le lyocell, c'est une version plus éco-responsable de la viscose, moins pire, parce que bon, on coupe quand même des arbres. Et alors le bambou, ça fait partie des matières cellulosiques, donc c'est la même chose. L'avantage du bambou par rapport à d'autres essences, c'est que c'est une croissance très rapide. Donc en 3 à 5 ans, on peut couper le bambou et voilà, il faut 3 à 5 ans pour faire pousser du bambou, alors que pour faire pousser une forêt, c'est des milliers d'années. Et donc les matières synthétiques, vous voyez, c'est près de 2/3 de la totalité des fibres textiles utilisées aujourd'hui. Et alors, pour vous donner un petit aperçu de l'évolution, parce que ça a été quand même hyper rapide, si on part des années 60, vous voyez, là, ce sont les fibres synthétiques. Elles représentaient pratiquement rien. Ensuite, il y avait la laine, les matières artificielles et le coton, qui représentent la grande majorité. Sur les 25%, en fait, 20%, c'est le coton et il reste 5% avec les autres matières végétales. Donc le coton, c'est vraiment la matière naturelle la plus utilisée, de la même façon que pour les matières synthétiques. Le polyester, c'est la matière qui représente à elle seule quasiment plus de la moitié de toutes les fibres textiles mélangées utilisées dans le monde. Donc ça, c'est les années 60. Ensuite, vous avez, donc, dans les années 70, vous voyez que les synthétiques passent devant la laine. Ensuite, vous voyez que dans les années 80, les synthétiques passent même devant les matières artificielles. Début de 2000, les matières synthétiques deviennent les premières fibres produites. Et alors aujourd'hui, ça donne ça. En termes de volume et de proportion, quand on dit l'augmentation des ventes, notamment de vêtements, mais de tous les objets textiles, voilà. Quand on parle de volume, on parle surtout de volume de matières synthétiques. Alors, on a vu donc, le poids de chaque famille dans la production mondiale de textiles. On a vu l'évolution du poids de ces familles sur ces 50 dernières années. Donc là, maintenant, j'aimerais qu'on se pose la question du temps de renouvellement de ces fibres. Donc le temps de renouvellement, c'est le temps pour fabriquer, pour produire. Donc d'après vous, pour faire pousser les matières végétales qui servent à faire des fibres textiles, ça prend combien de temps? Si on prend le coton ou le lin, par exemple, c'est une saison. Donc le lin, ça pousse super vite. Le lin, c'est 100 jours entre on plante la graine et on récolte. Et ça ne comprend pas les rotations. Parce qu'effectivement, le coton, si on plante du coton sur une même parcelle tous les ans, on appauvrit le sol, et quand le sol est appauvri, les récoltes sont moins bonnes. Donc le coton, on dit que l'idéal, c'est une rotation en 3 ans. Donc coton, céréales, légumineuses, et on repart sur du coton, des céréales, des légumineuses. Le lin, c'est tous les 7 ans. Donc effectivement, il faut que 100 jours pour faire pousser et récolter le lin, mais sur une même parcelle, ça va être un renouvellement tous les 7 ans. Pour la laine, la tonte ou la récolte, suivant l'animal, ça va être 100 jours à 1 an. Alors 100 jours, vous savez sur quel animal on peut récolter de la laine tous les 100 jours? Sur le lapin angora. Alors, ça serait bien si on tondait les lapins. Ouais, le lapin, il est épilé. Donc, on lui arrache les poils. Je vous ai épargné la photo du petit lapinou trop chouchou qui n'a plus de poils, parce que c'est vraiment pas beau à voir. Et donc, le petit lapinou trop chouchou, tous les 100 jours, ses poils repoussent. Donc, il va pouvoir être de nouveau épilé. La France, dans les années 60, c'était le premier producteur mondial d'angora. Il y avait plus de 2000 élevages. Aujourd'hui, il y a 3 éleveurs en France qui vivent de cette activité. Mais c'est parce que ça s'est fermé en France, parce que ça s'est ouvert en Asie. Hein. C'est pas parce qu'on a complètement arrêté. Alors après, l'angora,
C'est une particularité génétique donc, sur certains lapins, mais il y a d'autres espèces animales qui sont angora. Vous savez lesquelles? Ouais, les chèvres. Donc la chèvre angora, elle produit quoi comme type de laine? Ça a un nom qui n'est pas l'angora. Non. Le mohair. Le mohair, exactement. Et donc voilà, l'angora, c'est une particularité génétique qui fait que le poil est plus long. Alors le mohair, la chèvre, elle va être tondue. Il y a eu des enquêtes sur la maltraitance animale du mohair, notamment en Afrique du Sud, où les conditions d'élevage intensif font que les animaux ils sont considérés pas comme des êtres sensibles, et donc voilà, mais comme un stock de matière. Donc il y a des manipulations brutales, des conditions d'élevage qui ne sont pas top, voilà. Mais en soi, juste la récolte du mohair n'est pas problématique. C'est plus les conditions d'élevage qui vont être à regarder de plus près. Les fibres artificielles, ça va dépendre en fait beaucoup de l'essence des arbres. Et donc j'ai mis plusieurs années, voire des millions ou des milliers. Peut-être que je me suis un peu emballée sur les millions, mais en tout cas, quand on coupe toute une parcelle de forêt primaire à Bornéo, on sait qu'on ne la reverra jamais. Voilà, nous vivants et même nos arrière petits-enfants vivants, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de matières renouvelables ou pas renouvelables. Et en l'occurrence, sur la cellulose, ça peut être considéré comme non renouvelable dans la mesure où il va prendre beaucoup plus de temps à être reproduit qu'à être consommé. Il y a des ONG, notamment l'ONG Canopy Planet, qui travaille sur la préservation des arbres et qui dénonce effectivement l'abattage massif d'arbres et de parcelles de forêt primaires. Et donc pour l'industrie textile. Donc c'est pour vous donner un chiffre, ça va être beaucoup, mais c'est 150 millions d'arbres abattus chaque année, la production de fibres textiles cellulosiques. Donc 150 millions d'arbres, si on les mettait tous les uns à côté des autres comme une forêt, c'est 6 fois la superficie de Paris. Et donc des millions d'années, là pour le coup je ne me suis pas emballée, c'est pour faire du pétrole. En fait il a fallu des millions d'années de fossilisation de ressources dans le sol. Donc quand il n'y aura plus de pétrole, il faudra bien trouver autre chose. Et donc là pour le coup on peut vraiment parler d'une ressource qui est non renouvelable. Pour parler aussi du temps, donc le temps pour le produire, mais aussi le temps pour dégrader les matières. Puisqu'une fois qu'on les jette, ça devient un déchet. Donc, en combien de temps ça va mettre à se dégrader? Donc, pour les fibres végétales, d'après vous, c'est entre 2 et 20 semaines. Donc, le lin, s'il est pur, en 2 semaines dans le sol, il va se dégrader. Le coton, il va mettre 20 semaines. C'est 5 mois à peu près. La laine, ça va être 1 à 5 ans. Les matières artificielles. Là, c'est hyper vague, on n'arrive pas trop à trouver d'infos là-dessus, mais c'est plusieurs années, c'est, on va dire, entre 10 et 60 ans, à peu près. Et alors, les matières synthétiques, les plus optimistes disent 20 ans, mais dans la réalité, on serait plus proche des 200 ans pour dégrader complètement. Et avec, effectivement, le fait que pendant que ça va se dégrader, ça va se défaire en microplastiques, qui, on le sait, sont une terreur pour l'environnement. Alors, un match is too much. Pour vous donner vraiment un aperçu en 3 chiffres, donc la production de fibres textiles, elle a plus que doublé en 20 ans. Donc on est passé de 50 à 123 millions de tonnes par an de fibres textiles. Si on prend l'exemple de l'habillement, en 2000, on fabriquait 50 milliards de vêtements par an. En 2014, 100 milliards. Et aujourd'hui, on estime qu'on est aux alentours de 200 milliards de vêtements par an, sachant qu'on est entre 7 et 8 milliards. Et alors ça donne quoi? Ça donne un camion de poubelle de textile qui est envoyé en incinération ou dans les décharges chaque seconde dans le monde. Et alors le Ghana, mais pas que. Et en fait, le Ghana, on a un gros coup de projecteur sur ce pays grâce à une association qui s'appelle The Ore Foundation. Mais il y a plein d'autres pays d'Afrique dans lesquels il n'y a pas d'assaut pour mettre le projecteur. Mais voilà, en fait, le Ghana, c'est l'enfer, mais on le voit maintenant aujourd'hui. Et dans d'autres pays, c'est moins vu, mais c'est un peu le même enfer aussi. Et enfin, seulement 13% des fibres textiles produites chaque année vont être recyclées.
Alors pour ça, il y a plein d'explications, il y a plein de freins en fait au recyclage. Déjà, il y a des enjeux de structure, d'organisation de la collecte et de se dire comment est-ce que les gisements de textiles vont être orientés vers de la collecte plutôt que vers des poubelles d'ordures ménagères ou d'autres gisements. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes techniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de textiles qui font des mélanges de fibres, notamment du coton mélangé avec du polyester, de l'acrylique mélangé avec du nylon, avec autre chose, etc. Et plus les fibres sont mélangées et plus elles sont difficiles à recycler. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, en l'état, à part quelques bribes de R&D, en fait, on ne sait pas recycler le polyester textile. Donc quand vous avez du polyester recyclé, on fait beaucoup de publicité sur le polyester recyclé aujourd'hui, il faut savoir que 98% du polyester recyclé vient de bouteilles en plastique recyclées pour faire du polyester textile, mais il ne vient pas de polyester qu'on a recyclé en nouveau polyester textile. Et donc le polyester textile aujourd'hui, il est dans une économie vraiment linéaire où on fabrique, on utilise, on jette. Et donc déchets pour les 200 prochaines années. Donc voilà pour les quelques chiffres que je voulais partager avec vous. Et donc comment on en est arrivé là et à la croissance des volumes et voilà. Donc ça, je ne sais pas si vous avez vu le film de Patagonia qui s'appelle Chitropocène. Donc tout est dans le titre. Donc en fait, voilà, il nous explique un peu ça, c'est l'évolution. Donc si je prends l'exemple du textile, je vais le faire, hop, tout de suite, vous êtes un peu spoilé, mais voilà, en 100 ans, donc il y a 100 ans, pour s'habiller, dans les pays occidentaux, c'était du sur-mesure. Soit on faisait nos vêtements nous-mêmes, soit si on avait un peu plus de moyens, on allait chez le couturier, on se faisait fabriquer un vêtement sur-mesure. Dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, on voit apparaître le prêt-à-porter, donc qui lui suivait les saisons de la nature, donc 2 saisons, l'hiver et l'été, ou au maximum 4 saisons si on rajoute le printemps et l'automne. Dans les années 90, la fast fashion, elle est passée jusqu'à 52 micro-saisons par an, c'est-à-dire une nouveauté chaque semaine. L'idée, c'est que les marques de mode, en fait, elles se sont améliorées. Elles ont réussi à réduire les temps de production, elles ont réussi à réduire les coûts de production grâce à la mondialisation et au fait qu'on est allé produire dans des pays où la main-d'œuvre était moins chère. Donc, on a pu baisser les prix de vente dans les magasins. Et pour vendre toutes ces nouveautés, puisqu'on arrive à renouveler plus rapidement, eh bien, on va créer plein d'outils d'incitation pour que les gens aient envie de venir plus souvent en magasin, de renouveler plus souvent leur garde-robe, etc. Et dans les années 2000, apparaît l'ultra fast fashion avec des marques comme Boohoo ou Shein. Et donc là, ça s'accélère tellement qu'en fait, on n'a même plus le temps de passer par la case boutique parce qu'on passe de 52 mini-collections par an à 10 000 nouvelles références chaque jour sur le site Shein. Donc tous les jours, si vous allez sur le site de Shein, vous avez 10 000 nouveautés. Et demain, vous aurez 10 000 nouveautés, et ainsi de suite tous les jours de l'année. Donc voilà, donc en gros, la fast fashion, c'est donc la mode rapide, la mode jetable. Et ben, ça a inspiré d'autres. Ça a inspiré notamment la fast déco aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène. Et alors ça, donc c'est la fast déco, effectivement. En plus, c'est très lié à la fast fashion, puisque dans les années 2000, ce sont des marques de fast fashion qui se sont mises à proposer de la déco. Donc Zara, H&M, Emma, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, toutes les bonnes recettes de la fast fashion, elles sont appliquées à la déco. Donc c'est-à-dire, on va délocaliser pour réduire les coûts de production, on va proposer des nouveautés plus qu'une fois par an. Donc on va créer des modes artificiels en disant la nouvelle tendance c'est celle-ci, et tous les 6 mois il y a une nouvelle tendance, donc il faut changer la déco chez soi, etc. Et donc on arrive au même travers, c'est-à-dire des produits qui sont de moins en moins bonne qualité, qui durent moins longtemps, qu'on jette plus rapidement et qui produisent des déchets dont on ne sait pas quoi faire. Alors l'idée effectivement c'est de ne pas rester dans des constats qui sont pas très réjouissants, mais d'avoir quand même planté le décor pour avoir conscience dans quoi on vit et de maintenant se concentrer sur autre chose de plus positif. Et donc l'éthique, c'est l'esthétique du dedans, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc là maintenant j'aimerais vous parler de beauté et de beauté intérieure et de ne pas rester dans le paraître, mais d'essayer de se questionner sur le être et de voir ce qu'il y a
dans ce qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Donc l'idée c'était, comme on a un temps limité, de ne pas s'éparpiller sur toutes les matières, donc je vais vous faire un focus sur la laine. Donc je ne suis pas une spécialiste de cette matière-là, mais je vais vous donner quelques tips. J'ai essayé aussi de trouver des exemples qui sortent un peu de l'habillement, de la mode, même si j'en ai laissé, pour vous donner des exemples qui seront peut-être plus parlants pour vous, même si je pense que vous y connaissez peut-être plus que moi sur le sujet. Donc les caractéristiques de la laine, on a parlé tout à l'heure des poils, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est une matière vivante, c'est une matière qui est faite de protéines, comme nos cheveux. C'est une matière qui est vivante, qui est faite d'écailles, qui vont lui donner plein de propriétés. Donc la laine, est-ce que vous connaissez un peu les différentes propriétés de la laine qui font que c'est une matière vraiment intéressante? La thermorégulation, donc on le voit par exemple notamment avec le cachemire, qui a des propriétés de thermorégulation hyper fortes, parce que les chèvres cachemire, elles sont élevées dans des endroits où il y a des températures qui peuvent aller de moins 40 l'hiver à plus 40 l'été. Et donc elles ont développé une toison qui a ces propriétés très particulières dont on va bénéficier quand on va récolter leur laine. Donc c'est des propriétés thermiques, mais aussi antibactériennes, ignifuges. Donc on peut dire pas inflammable, mais c'est plus correct de dire très peu inflammable. C'est auto-nettoyant, effectivement, parce que les fibres, en fait, elles sont vivantes. Donc les fibres, elles vont s'ouvrir, se fermer, etc. Et ça va s'auto-laver. Donc après, quand il y a une tache, on lave la tache, mais on n'a pas besoin de laver son pull en acrylique synthétique qui va capturer les bactéries et donc les odeurs, et donc qui a besoin d'être lavé souvent. Ça a aussi des vertus acoustiques, parce que de la même façon que ça a des vertus thermiques, ça va absorber les sons. Ça a aussi des vertus de régulation de l'humidité. Ça a aussi des vertus d'assainissement de l'air. Ça va capturer, en fait, par exemple, les formaldéhydes. Ça va être capturé par la laine. Donc, quand on a, par exemple, des panneaux en laine chez soi, eh ben, ça va aider à purifier l'air intérieur des logements. Alors, cette photo, est-ce que vous avez déjà vu ce mouton? Il est très connu. Il a même un prénom. Oui. Qui connaît le prénom de ce mouton? Non, il s'appelle Chris. Chris le mouton. Et en fait, cette photo, elle a été prise en 2015. Il a été repéré par un randonneur dans la région de Canberra. Et on estime que ça faisait à peu près 5 ou 6 ans qu'il errait tout seul dans la nature et qu'il avait perdu le reste de son troupeau. Et en fait, quand il a été tondu, il avait 40 kilos de laine sur le dos. Et alors, ce qui lui faisait mal, c'était pas d'être tondu. Ce qui lui faisait mal, c'était de ne pas être tondu. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les moutons sauvages, c'est comme les chèvres, comme les yaks. En fait, il y a la mue de printemps qui fait que naturellement, ils vont perdre leur pelage d'hiver au printemps. Et après, ça va repousser quand il va se remettre à faire froid. Sauf que nous, génies que nous sommes, nous avons inventé des super moutons qui ont plus de laine. Et donc ça, par exemple, ça c'est un mouton mérinos. Donc c'est un croisement entre des moutons anglais et des moutons espagnols qui font que les moutons qui sont élevés pour leur laine, on a réussi à faire des croisements génétiques qui font qu'ils ont plus de laine, mais ils doivent impérativement être tondus tous les ans, parce que sinon ça donne ça. Et ça peut, ça leur crée certainement des problèmes de santé, ça peut aller jusqu'à les tuer. Donc voilà, ça c'est pour les moutons d'élevage. Alors, il était une fois. Donc ça c'est une super jolie photo de Vanessa Chambard qui propose un livre qui s'appelle Bergère de France, où en fait elle a commencé par prendre en photo des amies à elle qui étaient bergères, et puis elle a fini par vivre l'expérience de devenir bergère elle-même pour faire l'expérience de ce qu'est la vie de bergère. Donc il était une fois, donc la laine, c'est une des premières matières avec le cuir qui a été utilisée par les hommes préhistoriques pour sortir de simplement se couvrir avec des peaux de bêtes brutes, mais qui vont être utilisées et être transformées pour petit à petit devenir ce que vont être nos vêtements. Et donc ça, c'était il y a environ 9000 ans. Enfin, même plus, non, c'était 9000 ans avant Jésus-Christ qu'on a commencé à avoir les premières traces de laine dans l'habillement. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, c'est plus que 1% des fibres textiles qui sont utilisées dans le monde. Donc, pourquoi est-ce que c'est si peu finalement maintenant?
Eh ben, c'est l'histoire du textile en général, c'est la révolution industrielle qui a transformé nos habitudes de production et de consommation. Petit à petit, en fait, on a délocalisé, on a essayé de réduire les coûts, donc en perdant en fait dans un premier temps notre outil industriel. Ensuite, on a perdu notre filière. En fait, la filière elle s'est démantelée d'abord parce que les usines ont été délocalisées et ensuite parce que il y a eu un deuxième phénomène qui était l'accroissement de la demande en fait en lait et en viande, qui font qu'on a privilégié les races de moutons qui produisaient de la viande et du lait plutôt que celles qui produisaient de la laine. Et donc on arrive à une situation où aujourd'hui en France, alors qu'on a énormément de races différentes de moutons, on a des millions de moutons sur notre territoire, en fait la laine n'est plus une ressource pour les éleveurs, mais c'est un coût structurel, puisqu'on l'a dit, ils doivent de toute façon tondre leurs moutons tous les ans, mais qu'aujourd'hui, en fait, ils n'ont plus de filière laine locale et donc ils n'ont plus de débouchés pour vendre leur laine et en faire une ressource. Donc aujourd'hui, 80% de la laine qui est produite sur le territoire français est exportée en Asie en laine brute, qu'on appelle le suin. Donc elle n'est même pas lavée, etc. Et donc elle est très peu valorisée. En gros, c'est 2 € le kilo, ce qui correspond plus ou moins au coût de la tonte. Donc voilà, donc c'est une vraie problématique de débouchés et de démantèlement de filières. Il s'est passé un peu la même chose avec le lin, où aujourd'hui la France, cocorico, est premier producteur mondial de lin, mais 80% de notre lin est transformé à l'étranger. Par exemple, aujourd'hui je porte un pull 100% laine, made in China. Mais peut-être que c'est de la laine française qui a été transformée en Chine et qui est revenue en France sous forme de pull. Aujourd'hui, en France, donc je vais vous en parler, il y a des initiatives justement de réhabilitation de la filière laine et notamment par exemple les laines paysannes. Donc eux, ils expliquent comment ils font pour laver la laine et ils nous expliquent qu'ils lavent avec du savon et l'eau de la rivière. Donc c'est possible. C'est un peu comme le cuir où il y a du tannage végétal et du tannage minéral. Bon, on utilise très peu le tannage végétal parce que c'est plus long, c'est plus coûteux, le cuir va être moins résistant que si on utilise du tannage minéral. Mais c'est pareil, voilà. C'est possible, mais il y a plein de raisons qui font qu'on ne le fait plus aujourd'hui parce qu'on a trouvé plus efficace. Et du coup, pour parler aussi des idées de génie qu'on peut avoir, il y a la laine superwash. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? Alors la laine superwash, c'est super parce que est-ce que vous avez déjà essayé de passer un pull en laine à la machine avec nos jeans, nos t-shirts et nos petites culottes? Ça marche pas. Ça ressort, voilà, ça ressort en taille enfant. Mais donc pas avec la laine superwash. C'est super la laine superwash parce qu'on peut la laver en machine avec tout le reste de nos vêtements. Sauf que comment on fait pour que la laine superwash elle puisse passer en machine? Eh ben, on va d'abord la superwasher. Et donc, pour la superwasher, on va la faire passer dans différents bains. Donc, le premier bain, ça va être un petit bain d'acide, de chlore, en gros, qui va refermer les fibres. Donc, ça va refermer les écailles. Donc, ça évitera le frottement des fibres les unes sur les autres. Et comme c'est pas suffisant, en fait, après, on va la passer dans un bain de polymère, donc en gros de plastique, qui va recouvrir la fibre. Et donc, du coup, ça va... Voilà, donc on va pouvoir la laver en machine avec le reste de nos vêtements synthétiques parce que c'est devenu un peu une matière synthétique finalement et que en fait toutes les propriétés dont on a parlé avant, parce que justement c'est une fibre qui respire, qui vit, qui s'ouvre, qui se ferme, qui respire, etc. Du coup on a perdu toutes ces propriétés-là au passage, mais on peut le laver en machine. Ça s'appelle de la laine superwash. Aujourd'hui sur les étiquettes de vêtements, il y a une obligation de marquer la composition. Donc on sait si c'est 100% laine ou laine mélangée avec du polyester, etc. Et ce n'est pas obligatoire, mais souvent on a l'indication du made in qui nous donne une indication du lieu de fabrication. Sauf que on a juste l'information de où est-ce que ça a été fabriqué, mais on ne sait pas toutes les étapes. Et bien souvent, l'information, on la trouve sur la fiche produit sur le site internet de la marque, mais pas sur le produit en lui-même. Donc l'information, elle est accessible si on la recherche et qu'on fait l'effort d'aller la chercher. Mais effectivement, c'est quand même un progrès parce qu'avant, on ne l'avait jamais, l'info. Là, maintenant, on peut éventuellement la trouver si on la cherche vraiment bien.
Et normalement, effectivement, la loi AGEC impose aux entreprises, à partir d'un certain chiffre d'affaires, d'indiquer les lieux de fabrication, enfin de provenance de la matière, du fil, du tissu et de la confection. Donc c'est sur ces grandes étapes de fabrication. L'histoire de la laine française, on en a déjà un peu parlé. En fait, c'est effectivement, en fait, la laine française, c'est un peu un des derniers bastions des fibres textiles locales, avec le lin et le chanvre, mais avec la problématique qu'on a toujours accès à la matière première, mais que la filière a été démantelée et qu'on n'a plus aujourd'hui l'outil industriel qui nous permet de transformer sur place, et que cet outil industriel, il a été démantelé parce qu'il n'arrivait pas à faire face à la concurrence internationale en termes de compétitivité prix. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des initiatives. Donc là, c'est toujours notre bergère de France qui a pris des photos. Donc il y a des initiatives locales, mais on se rend compte que les éleveurs seuls, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et donc ces initiatives, en fait, elles vont être forcément collectives. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du collectif Tricolore. C'est une association qui s'est créée avec la volonté, en fait, de redynamiser la filière laine en France en mettant autour de la table tous les maillons de la chaîne de la filière. Donc ça va des éleveurs à toutes les personnes qui vont intervenir dans la transformation de la laine, parce qu'il en reste quelques-unes quand même en France, mais qui sont un peu isolées, et jusqu'aux marques et aux designers, pour dire si vous êtes une marque et que, par exemple, vous voulez faire un pull en laine, renseignez-vous, il y a de la laine en France, il y a des éleveurs, il y a encore des filatures en France, il y a encore des tricoteurs, etc. Et donc, si tous ensemble vous vous connaissez, vous aurez plus de facilité en fait à travailler ensemble et du coup à faire quelque chose de vraiment local. Donc, un des membres fondateurs de ce collectif Tricolore, c'est la marque De Bonne Facture. C'est une marque qui a été créée par Déborah Neuberg. C'est un vestiaire masculin, intemporel, etc. Et donc elle, à la base de son processus de création, il y a justement cette volonté de mettre en lumière tous les acteurs de toutes les étapes de la fabrication d'un produit. Et donc sur les étiquettes de bonne facture, vous allez avoir, avant la loi AGEC, toutes les étapes de fabrication et ce qu'elle met en avant, c'est vraiment le made by plutôt que le made in, en disant, elle se refuse en fait à faire du made in France, même si elle fait partie du collectif Tricolore. Elle dit, le made in France, c'est pas une fin en soi. En fait, ce qui compte, c'est un peu à la philosophie d'Hermès, c'est de trouver les meilleurs savoir-faire et les meilleures matières là où elles se trouvent dans le monde. Donc elle va travailler aussi bien avec des laines françaises qu'avec des Shetland écossais, qu'avec du yak des plateaux tibétains. Donc par exemple, donc ça c'est un mouton français, c'est une race française, c'est la noire du Velay. Et donc elle va, par la sélection de la laine, pouvoir proposer un vestiaire non teint, puisqu'elle va utiliser la teinture naturelle de la laine. Et donc on va de cette manière-là éliminer des étapes qui sont potentiellement à impact négatif. Donc là, c'est un duffelcoat fait à partir de la laine de la noire du Velay. Mais je vais vous montrer d'autres exemples. Donc là, par exemple, c'est entièrement non teint. Donc c'est fait à partir notamment de moutons Shetland qui ont différentes teintes naturelles et qui vont permettre de faire un vêtement de plusieurs coloris sans aucune teinture. Et donc là, vous voyez aussi peut-être là le Certified Mulesing Free. Ça, je ne vous en ai pas parlé parce que je vous ai parlé déjà du petit lapinou. Donc je voulais vous épargner trop d'émotions négatives d'un seul coup. Mais le mulesing, c'est une pratique qui est hyper cruelle, qu'on retrouve dans les élevages, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, dans les élevages intensifs. C'est l'ablation de la peau périanale de l'agneau, voilà, sans analgésique, tout ça, qui sert à éviter la prolifération de larves qui sont liées à des mouches, etc. Et qui, du fait des cheptels, parce que il y a plein de trucs que je ne vous ai pas dit, mais notamment on est passé de cheptels au moment de la révolution industrielle et où on a voulu normaliser un peu et standardiser les productions. On est passé de cheptels de 250 têtes à des cheptels de 10 000 têtes. Comme ça, on est sûr d'avoir
la même race, la même laine et de pouvoir vendre des gros volumes un peu standardisés, identiques, etc. Et donc c'est une des conséquences de cet élevage intensif, c'est la maltraitance animale et des pratiques comme le mulesing. Et donc là, c'est un autre type de laine. Donc là, c'est la laine de yak qui a été utilisée, là encore, dans son coloris naturel. Alors, je vous ai parlé de tricolore, je vous ai donné l'exemple de bonne facture. Et là, je voudrais vous parler de laine hamac. Est-ce que ça vous parle? Donc, laine hamac, c'est comme tricolore, c'est une association qui, elle, a été créée en 2009, avec là aussi la volonté, en fait, de soutenir les acteurs de la filière laine française, avec différentes missions. Donc, vous voyez, la tradition, la transmission et aussi l'innovation. Donc, l'idée, c'est de transmettre des savoir-faire qui n'ont pas encore complètement disparu et aussi de faire de l'innovation qui permette de rester compétitif au niveau international. Et laine hamac, au milieu de toutes les actions qu'ils peuvent faire pour soutenir la filière, il y a l'action Oh My Laine, où en fait ils vont sélectionner un certain nombre d'acteurs du secteur laine, et notamment sur la décoration et l'architecture d'intérieur. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça allait peut-être vous parler. Enfin voilà, je me suis dit peut-être vous n'alliez pas faire de grandes découvertes, que vous alliez déjà tous connaître ce dont je vais vous parler, mais on ne sait jamais. Est-ce que vous connaissez l'atelier Le Traon? Donc Mathieu Le Traon, c'est un tisserand d'art qui est basé à Paris, qui travaille, en fait, il va tisser à la main dans son atelier. C'est entièrement mécanique, donc c'est que le mouvement de la main et du pied qui va l'aider à tisser. La première pierre de son travail, avant même le tissage, ça va être la recherche de matière. Et donc ça fait vraiment partie intégrante de son travail de rechercher les plus belles matières avec des propriétés particulières un peu partout dans le monde. Là encore, on ne se contente pas d'être en local, mais on va chercher des matières précieuses, rares, uniques et du coup des petits volumes, pas forcément des matières qui permettent de faire des choses standardisées, puisqu'il va faire beaucoup de production unique à la main, numérotée, etc. Et ce qui est hyper intéressant pour moi de vous partager aujourd'hui dans son travail, c'est qu'il y a plein de dimensions. Donc il y a la dimension recherche sur les matières naturelles, il y a la dimension artisanale de tissage à la main avec un savoir-faire vraiment intéressant. Et quand je vous parlais de beauté intérieure et de ce qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, c'est que ces tissus, ils racontent des histoires. Et alors, ils racontent vraiment des histoires hyper poétiques et un peu cachées. Donc ça, c'est une chaise du Mobilier National. C'est une chaise Baumann des années 50 qui est recouverte d'un tissu donc, qui a été tissé à la main par Mathieu Le Traon et qui ensuite a été recouverte par un tapissier, lui aussi un artisan d'art. Et ce tissu, il cache un message. Alors ce message, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, premier article. Alors, en fait, il est un peu mathématicien aussi, Mathieu Le Traon, et du coup, il a codé en morse le tissage. Et donc, vous voyez, en fait, en fonction du rythme du motif et de l'impression, ça va être en fonction, vous voyez, enfin, je l'explique vraiment beaucoup moins bien que lui, mais en gros, si on connaît le morse, on peut lire, on va lire l'expression « être humain libre et égaux » dans la largeur, c'est ça, et dans la longueur en fait, du tissu, il y a l'intégralité de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il fait ça avec plein de choses. Il a fait un tissu à partir de l'air de la Reine de la Nuit, de la Flûte enchantée de Mozart, et il peut faire des tissus sur mesure en bespoke, en disant vous aimez tel poème, et il peut vous le tisser et vous allez offrir une étoffe avec le message caché que vous voulez derrière. Donc voilà, je trouve que son travail il est à la fois hyper beau d'un point de vue des matières et des savoir-faire, mais aussi des histoires que ça raconte. Alors, il y a une autre artisane, artiste que j'aime beaucoup, qui est Claire Salin, qui fait partie aussi de la sélection Oh My Laine. Donc elle va travailler le bois et la laine. Et en fait, elle travaille vraiment avec des matériaux hyper locaux, puisqu'à la base,
Elle a commencé à travailler la laine en allant dans une ferme qui était proche de chez elle. Et en fait, petit à petit, elle va intégrer la laine à son travail. Et là, j'ai un close-up qui est hyper beau sur le travail du bois et de la laine, et où elle va avoir tout un travail de contraste et de conversation entre un matériau dur, un matériau souple. Son travail est là aussi très inspirant, et elle travaille donc avec de la laine française. Donc un autre exemple, donc, ce sont les laines paysannes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait des tapis, mais qui fait aussi des vêtements, etc. Et eux, ils ont une démarche qui est super intéressante parce que, au-delà de la matière, qui est locale, où ils ont ce travail en filière au cœur de leurs préoccupations, ils ont aussi une gouvernance qui est particulière puisque c'est une coopérative. Et donc voilà, donc ils ont une gouvernance horizontale. Toutes les parties prenantes en fait sont sociétaires de l'entreprise, donc c'est aussi une nouvelle façon d'organiser en fait le travail, de répartir les richesses, de prendre des décisions, etc. Et donc là, par exemple, c'est un tapis qui est fait en laine locale et là encore non teint. Donc ils vont utiliser différentes origines de laine pour pouvoir proposer différents coloris sans teinture. Et la dernière dont je voulais vous parler, c'est Elena Guillaume. Elle, c'est une artiste sculpteur plasticienne qui a commencé son travail avec d'autres matières comme le bronze et qui en fait en est venue à la laine. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser la laine feutrée, donc pas sous forme de fil, mais vraiment la laine de mouton, non filée. Et elle va en faire des œuvres d'art qui sont hyper intéressantes. Alors là, je vous ai montré ces œuvres figuratives parce que, enfin voilà, je trouve ça vraiment impressionnant. Mais elle va faire aussi de plus en plus de l'art contemporain. Donc là, tout le plateau de fruits de mer, il est en laine feutrée. Donc elle va venir piquer à l'aiguille jusqu'à ce que ça prenne la forme et les teintes, etc. qu'elle veut. Donc ça, en termes de décoration, de set design, de scénographie et tout, c'est super intéressant. Donc voilà. Et elle sera présente sur le salon Révélation 2025. Donc voilà, pour vous montrer un peu un panel de ce qu'on peut faire avec de la laine, voilà, quelque chose de très pratique, le vêtement avec de bonnes factures, mais aussi du mobilier, des tapis, des œuvres d'art. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, et que ça vous donnera envie de creuser un peu plus ce qu'il y a derrière le bel objet, de savoir est-ce qu'il a été fait d'une belle façon.